Bon, voilà, nous allons commencer. Donc, je vous remercie d'être assez nombreux aujourd'hui. C'est la 4e soirée qui est consacrée au livre de jeunesse. Alors aujourd'hui, bon, c'est pour moi vraiment un immense plaisir de recevoir Benoît, qui est un immense ami depuis très longtemps. Donc, comme j'ai l'habitude de parler des choses de façon plus ou moins vivante, j'espère, nous nous sommes rencontrés depuis très longtemps. Nous avons été dans des écoles presque tout petites. Donc nous nous retrouvons de temps en temps dans un salon du livre ou tous les 10 ans pour parler de la vie. Nous venons de le faire pendant 2 heures. Donc c'est un exercice formidable de passer à une introduction très sérieuse du travail après avoir parlé de la vie comme nous l'avons fait. Alors pour préparer cette rencontre, je me suis un petit peu penché sur les biographies, sur ce que certains éditeurs disent de Benoît. Et donc, je n'ai pas été très loin, j'ai repris un morceau de biographie des éditions Duchesne, dans un magnifique livre qui a été publié déjà il y a quelques années, parce que Benoît a illustré des auteurs parfois inconnus, du genre de ceux qui ont écrit la Genèse, quelques mythes fondateurs, ça lui est arrivé. Et les éditions Duchesne disaient de lui, de façon très simple pour le présenter, nationalité belge, date de naissance le 20 juin 1958, lieu de naissance Bruxelles. Signe particulier, il vient du plat pays. Il a bourlingué une dizaine d'années de l'autre côté de la Manche et il s'est installé en France. Il a inventé et auto-édité des livres de ses dessins, dont les brins de livres. Une merveille d'ingéniosité qui combine le graphisme et l'objet, les formes imprévisibles et les couleurs adoucies. Son univers intérieur est une fantasmagorie baroque, ses dessins réinventent la vie et son trait la renforce. Magnifique. Mon Dieu. Alors dans l'annonce de la soirée, moi j'ai qualifié Benoît de drôle d'oiseau dans la volière de l'édition, c'est pour compléter le portrait. Et je l'ai brièvement défini comme d'abord l'ami Benoît Jacques, artiste, plasticien, poète, découpeur de papier en 4, roi du trait vivant, empereur du bout de ficelle, et de l'assemblage incongru, auteur, illustrateur, auto-éditeur, un artiste lumineux même dans ses encres les plus noires, qui propose de voyager dans son univers en s'adressant parfois à l'enfance et en rappelant aux adultes qu'il apporte toujours en eux. J'espère que tu te retrouves un peu dans ces définitions. Beaucoup plus que dans celle des éditions Duchesne, où je viens d'un pays soi-disant plat, alors qu'on sait tous très bien, étant belge, que notre pays n'est pas plat du tout. Donc, comme c'est une soirée très sérieuse dans un haut lieu de la littérature bruxelloise, je me suis dit qu'il était intéressant aussi de t'associer à une citation de quelqu'un dont nous venons de parler, de Nietzsche, comme par hasard. Et donc, mais ça fait très bien pour rentrer dans la matière. M'est revenue cette petite phrase de Nietzsche en plongeant dans tout ce travail. La maturité de l'homme, cela signifie avoir retrouvé le sérieux que l'on mettait enfant dans ses jeux. Et je trouve que ça colle très bien à ton travail. Donc ma première question c'est, Benoît, ne joues-tu pas très sérieusement? Ah là, le jeu c'est... on est tous plus ou moins occupés à jouer à quelque chose. C'est drôle que tu me parles de ça maintenant parce que je sors d'un exercice lié au jeu et aux jouets au Musée des Arts Décoratifs de Paris, où on m'a demandé, ainsi qu'à une série d'autres artistes, de gens plutôt liés au monde de la bande dessinée alternative, on va dire, de s'intéresser aux jouets. Et mon travail à moi a consisté à faire une sélection personnelle dans la collection de ce musée, qui est une collection immense, je crois qu'ils ont 13 000 jouets, et de mettre la sélection que j'ai faite en scène dans une très grande vitrine dans ce musée. Et ça m'a fait redécouvrir à quel point le jouet, et puis tout ce qui découle du jouet, le jeu, est évidemment
un territoire d'ouverture d'imaginaire. Et que ce territoire qu'on a tous découvert dans nos enfances, ben, il nous en reste tous quelque chose d'énorme en fin de compte, et que c'est comme un grenier dans lequel on va puiser des choses qu'on a accumulées dans nos enfances. Et donc pour moi, effectivement, tout est jeu, mais effectivement aussi, tout est jeu sérieux. Même dans les notions d'humour et de rire, il n'y a jamais de moquerie du jeu. Il n'y a jamais de prise du jeu à la légère, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est de jouer exactement comme le font les enfants maternels, avec tout l'être. Hein, les petits-enfants, quand ils dessinent, vraiment les petits-enfants, donc en maternelle, les choses se pervertissent drôlement dès qu'on rentre à l'école primaire, parce que les codes se mettent en place et on perd évidemment la grâce. Et le jeu devient faussé à ce moment-là, puisque c'est le moment où, par exemple, en dessin, on se met à apprendre qu'une maison, c'est un cube, et qu'une fenêtre, c'est un autre cube, enfin plutôt un carré, avec une croix au milieu, et que sur chaque maison, il y a toujours une cheminée avec une fumée qui en sort, etc. Alors qu'effectivement, les petits-enfants, les tout-petits-enfants, dans leur jeu, ils sont d'un sérieux extraordinaire, enfin, parce que le jeu est constructeur. Ok. Donc on est dans un travail. Alors cette idée de jeu, ben, on va enchaîner là-dessus. Parce que moi j'ai l'impression, en me replongeant dans tous tes livres, qu'il y a vraiment un travail de jeu entre deux univers, qui est celui du langage et du trait, et du dessin. Et que tu joues vraiment depuis très longtemps sur ces deux langages en les associant, en les distordant, en provoquant vraiment des réactions entre l'un et l'autre. Et que c'est vraiment ta grande passion. Donc, j'avais préparé un petit diaporama, mais mon jeu se casse un peu la figure. Et donc, je vais essayer d'improviser à partir de ce que j'avais sélectionné comme type d'image. Et peut-être pouvons-nous parler un petit peu de ce jeu au fil du temps, par rapport aux images que vous allez voir. Est-ce que vous voyez quand même un petit quelque chose? Si je tourne comme ça va un peu mieux? Vous voyez quand même un petit peu? Mais peut-être, Dominique, je t'interromps, mais avec cette histoire d'image, comme l'histoire de la projection n'est pas au point et que c'est pas grave du tout, moi je suis pas gêné, à moins que vous autres le soyez, sur l'idée que, comment dire, les images, on peut y venir après, les livres sont là, etc. Mais parce que ça change pas fondamentalement grand-chose au fond du problème, c'est-à-dire que oui, c'est bien agréable de voir des images, hein, c'est un peu frustrant pour nous autres et pour vous autres de ne pas voir des images, surtout quand elles sont projetées en grand, mais sur cette idée effectivement de dualité entre les jeux visuels qui sont à faire avec les plumes, les pinceaux, les instruments pour faire des images, et puis l'autre série de jeux qui sont liés au langage. Moi, évidemment, j'ai toujours envie de dire plein de choses avec ça, parce que effectivement, c'est ce qui m'amuse. Et puis, c'est ce qui aussi contribue au fait que je ne m'ennuie pas. C'est de réinventer le jeu. Et enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai pris la décision de cet étrange parcours, un grand besoin justement de jeu et un grand besoin de renouveler le plaisir. Et dans tous les processus créatifs auxquels je me sens confronté, l'un d'entre eux est que j'ai pas beaucoup de patience et que bien vite je me lasse d'un jeu. Et c'est pour ça que dans ma tête, chacun de mes livres, c'est une aventure qui doit être différente.
qui doit être différente, si possible, au point de vue de ce que ça provoque visuellement, mais aussi qui doit être différente au point de vue de ce que ça m'apporte au niveau, on va dire, sans être pompeux, littéraire. Quand j'ai fait un petit livre qui s'appelle Permis A, où je me suis amusé à créer une histoire à partir, grosso modo, du langage que j'avais repéré chez les jeunes et leurs envois de SMS, où ils font des contractions de langage très resserrées pour pouvoir exprimer des mots complexes avec juste quelques lettres. Ça m'a amusé d'imaginer de créer une histoire à partir de là, qui soit une histoire qui se tienne, où il y ait vraiment un peu un sens d'un récit. Mais une fois que j'ai fait cet exercice-là, ben, je l'ai fait, je ne referai pas ce genre de choses une seconde fois. Un de mes livres qui s'appelle Scandale au château suisse est basé au niveau du langage sur le principe de la fameuse phrase les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches. L'idée de se prendre la langue comme ça dans une phrase difficile à dire m'amusait beaucoup et j'ai conçu une histoire entièrement basée sur ce principe-là. Et une fois de plus, bon, ben, une fois que j'ai fait l'exercice est fait, on passe à un autre jeu, quoi. Ça n'aurait pas de sens pour moi de faire une série autour d'eux. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais fait de série, parce que j'ai besoin de changer, quoi, que les choses changent. Et j'ai envie de dire, au niveau du dessin, c'est un peu pareil. Je me suis souvent, comment dire, mis en position d'essayer des choses qui soient techniquement nouvelles pour moi. Un livre assez ancien que je vois qui est là sur la table, qui est Mon bestiaire expressionniste, qui est un livre que j'ai fait à l'époque où je vivais encore en Angleterre. Ben, les images ça ressemble à un peu à de la gravure sur bois, mais en fait ce sont des papiers découpés, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont faites à partir de feuilles que j'ai peintes à l'encre de Chine, de feuilles blanches que j'ai peintes à l'encre de Chine, et dans lesquelles j'ai découpé avec un scalpel. Et l'intérêt de ce type de technique, c'est que c'est un peu comme un pochoir, c'est qu'il faut qu'au bout, l'image tienne ensemble d'un seul bout. Donc il y a certaines choses qu'il faut faire attention, si on découpe de trop loin, ben, en soulevant le bout de papier, l'image tombe ou un morceau tombe. Et voilà, donc là, par le biais d'un problème technique, ben, je m'impose une forme de langage visuel qui a fonctionné pour un livre, et puis que je n'ai pas réitéré par la suite, parce que voilà, je considérais que j'avais fait le tour de cette question-là dans ce livre-là. Il y a vraiment tout le temps cette idée qui est que j'ai besoin de renouveler mon propre intérêt à ce que je fais. Finalement, je me rends compte que un des ingrédients qui me fait avancer et qui me fait bouger, c'est mon enthousiasme. On sait tous, les uns comme les autres, que l'enthousiasme est une denrée assez fragile. On a vite fait d'avoir l'enthousiasme un petit peu sapé, un petit peu abîmé. Et pour rester enthousiaste, il faut que ça change, il faut que ça bouge, il faut que ça reste une aventure qui soit pas figée, mais qui soit dans le mouvement. Et je pense qu'il n'y a qu'à voir, rien que les formats de mes bouquins, ils sont tous un peu différents, les papiers sont différents, les techniques d'impression sont différentes, et puis après, des tas d'autres différences interviennent, les tirages, les aventures, les livres, ceux qui marchent, ceux qui foirent. Tout ça contribue à cette espèce d'idée d'un mouvement où le jeu est en perpétuel recommencement. Voilà. Donc, cette notion de jeu était très bienvenue. Au moins, c'est bonne chose. Voilà. Alors, on va continuer un peu sur cette idée-là et on va un peu improviser, puisque je ne sais vraiment pas projeter les images. En se parlant un petit peu en préparant la soirée, on avait aussi parlé du livre de jeunesse et d'une expérience que tu avais eue avec l'école des loisirs, un livre que j'aime beaucoup, que j'aurais aimé lire. Et puis tu m'as dit préférer Kiki Nounours, que je prendrais quand même le plaisir de lire. Parce que c'est un livre qui, au niveau langage, est très très important par rapport à l'enfance, je trouve. Et j'aimerais bien que tu dises aussi les déceptions que tu as ressenties en travaillant avec un type de maison d'édition, parce que je pense que ce serait intéressant ce soir aussi de parler
de ce rapport avec des éditeurs ou de cette expérience très très particulière qui est celle de l'auto-édition. Et de voir quels sont les avantages de l'un, quels sont les avantages de l'autre, ce fait apporte l'un et l'autre. Alors j'aimerais bien parler un petit peu de ce livre qui est paru à l'école des loisirs, Louisa. Alors, enfin, j'essaye toujours, quand je parle de ces histoires d'auto-édition, de ne pas être trop dogmatique, parce que un des dangers que je sens qui me guette, puisque je deviens progressivement un peu un personnage qu'on identifie de plus en plus avec cette aventure d'auto-édition. Je disais à Dominique tout à l'heure que je suis allé pour la première fois l'année dernière à Bologne, au salon, à ce fameux immense salon du livre de jeunesse, parce que j'avais l'opportunité de pouvoir montrer mon travail et j'en ai profité pour faire une espèce de bilan sur ce parcours d'auto-édition et presque à ma frayeur profonde, j'ai découvert, ça faisait 25 ans que j'avais commencé à faire des petits bouquins auto-édités, etc. Et que finalement, chaque année, il y a eu quelque chose qui est sorti dans ce domaine. Je ne veux pas du tout faire une espèce de confrontation idiote entre ce qui serait le monde de l'édition avec ses travers terribles, avec des aspects vraiment éventuellement négatifs, et puis un monde féerique, idéalisé des petits éditeurs qui seraient purs, qui seraient eux dans la vérité, parce que c'est faux. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a suffisamment de grandes maisons d'édition qui font des choses extraordinaires. Il y a suffisamment de petits éditeurs qui font des choses merdiques. Et puis, il y a des petits et des grands, finalement. Est-ce que ça a tant d'importance que ça? Par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense que, on le constate tous, et les libraires le constatent en premier, c'est qu'il y a surenchère de livres, évidemment. Il y en a trop. Et qu'il y en a trop pour des raisons qu'on connaît tous plus ou moins, qui sont liées au fait qu'on vit dans une économie de marché et que, bon ben, c'est la consommation qui veut qu'on propose trop de tout le temps. Bon. Se défendre pour un individu dans un monde comme ça, ben, on le sait tous, on a tous du mal. C'est très difficile d'exister. C'est pour ça que moi, je n'ai absolument aucun jugement de valeur sur les auteurs, les illustrateurs, les artistes, les écrivains qui, pour tout un tas de raisons, trouvent le moyen d'exister par l'intermédiaire de grandes maisons d'édition. Il faut bien qu'on vive les uns et les autres. Par contre, c'est vrai que ce que moi j'ai constaté de mon expérience, les quelques fois où j'ai eu affaire à des maisons d'édition, c'est que au niveau des émotions que ça charrie, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe quand je fais les choses tout seul. Et bon, tu prenais l'exemple de Louisa, il s'est trouvé qu'il y a quelques années, j'ai eu envie d'essayer de faire un livre qui, dans ma tête, était un livre de jeunesse. Même cette notion, ce concept de livre de jeunesse, finalement, il veut peut-être rien dire. C'est-à-dire qu'il veut évidemment dire quelque chose dans le contexte d'une économie de marché où on a bien compris qu'il fallait identifier des objets pour les vendre. C'est vrai dans tous les domaines, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, qu'on vend mieux ou plus facilement les choses quand on peut dire ben ça c'est une BD, ça c'est un livre pour enfants, ça c'est un roman policier, que dès que les objets transgressent ces frontières, ça gêne. Mais bon, en même temps, force est de reconnaître que ben, on est tous là des adultes et ça nous arrive à tous d'acheter des livres pour enfants, enfin pour nous, pas pour des enfants nécessairement, parce qu'on y est sensible. Et puis qu'on peut aussi se poser la question de savoir, est-ce que, je sais pas moi, Picasso était un peintre pour la jeunesse ou... Enfin, ces concepts, finalement, je trouve qu'on se doit, à certains moments,
de les évacuer. Non pas parce qu'ils sont nécessairement mauvais, mais parce qu'ils nous encombrent dans notre manière d'appréhender les choses, je trouve. Et qu'on finit par hiérarchiser les choses bêtement. C'est exactement les mêmes débats qu'il peut y avoir entre l'art contemporain et l'illustration. En France, il y a une notion comme ça qui est particulièrement agaçante et qui, je crois, qui est très exacerbée par l'époque dans laquelle on vit, qui voudrait qu'un artiste contemporain est quelqu'un qui est vraiment, mais nettement au-dessus de la mêlée qu'un dessinateur de bande dessinée. Il y a toutes sortes je trouve, d'idées reçues et même de formes presque de mépris qui circulent autour de ces notions et qui sont nulles, qui ne veulent rien dire. Au bout du compte, il y a des choses de valeur et des choses peut-être de moindre valeur, où après, il y a les jugements que nous portons les uns et les autres sur les choses qu'on aime bien et les choses qu'on aime moins. Mais donc, toujours est-il que pour revenir à Louisa, me disant, bon ben j'ai envie d'essayer de voir qu'est-ce que ça donnerait si je faisais quelque chose qui dans mon esprit ressemble plutôt à un objet qui s'adresserait aux enfants, j'ai été voir l'école des loisirs avec un projet. Et bon, mon idée c'était simplement d'avoir un avis professionnel. C'était pas de me faire publier à l'école des loisirs, c'était simplement... Je connaissais une dame là, une éditrice, qui est quelqu'un que j'aime du reste beaucoup, qui s'appelle Geneviève Brisac, qui est écrivain, et qui m'avait rencontré il y a des années auparavant, et qui m'avait paru quelqu'un d'intelligent et de sympathique. Et quand je lui ai montré ce projet, Louisa, elle a dit, ben, on prend. Et là, j'étais un peu, moi, pris de court, parce que j'ai eu le sentiment que j'avais mis un peu le pied comme dans une toile d'araignée, quoi. J'étais pris un peu au piège. Alors, il faut que je vous dise que, bon, du fait de mon parcours et de ma formation, le livre, en tant qu'objet, déjà, m'intéresse prodigieusement et je soigne énormément mes livres en tant qu'objet. Je ne parle même pas des dessins, des histoires, on aime, on n'aime pas, mais je veux que les objets ne soient pas discutables comme étant des livres. Je veux qu'on puisse pas dire, ben, le gars il fait l'auto-édition, c'est une photocopie, c'est mal torché, c'est mal fichu. Non, je veux qu'en librairie on puisse pas dire, c'est un type qui fait ça tout seul dans son coin. Je veux que la question se pose pas. Donc je mets énormément de mon temps et de mon énergie dans le soin que j'apporte à l'objet livre. Et donc ça veut dire que en amont de ça, je fais des maquettes qui sont, les maquettes que je fais, c'est comme des objets finis. Et quand je suis allé voir l'école des loisirs avec Louisa, j'avais une maquette qui était le livre que je voulais faire. Et quand Geneviève Brisac m'a dit « je prends », elle dit non seulement je prends, mais ça doit rentrer dans la collection Mouche, en l'occurrence, c'est une collection à l'école des loisirs. Et ça n'avait plus rien à voir avec mon projet, en fait. Bon. Alors, il ne faut pas que je crache dans la soupe, justement. Je me suis dit, bon... j'ai déjà du mal à faire exister mon travail par moi-même, c'est peut-être pas idiot stratégiquement d'avoir un livre qui sort dans une très grosse maison comme ça, parce que bon, la force de ce genre d'institution, c'est justement qu'ils sont très distribués, ils sont très vus, ils passent partout. Il y a un phénomène aussi un peu idiot, c'est que tu le sais, toi, Dominique, mieux que moi, on est publié à l'école des loisirs, c'est une espèce de credo, enfin, aux yeux de tout un tas de gens, tout d'un coup, on devient un auteur sérieux ou considéré, ou que sais-je encore. Bon, bref. Donc, je me suis laissé prendre à ce jeu-là. Et alors, effectivement, quand le livre est sorti, pour moi, c'était une catastrophe. Enfin, c'est un petit objet triste. Parce que c'est un objet commercial, qui pour moi n'est même plus un livre. C'est une petite chose qui a perdu en chemin, dans le chemin de la fabrication, qui a perdu énormément. Alors bon, c'est pas être méchant que de le dire, mais bon, la typographie est une catastrophe.
la mise en page est moche, le format est laid, le bouquin est sur un vilain papier. En fait, le bouquin n'est pas là. Il n'est pas là. J'aimerais pouvoir le montrer parce que j'aurais pas de mal à vous faire la démonstration avec l'objet. Enfin, c'est un objet raté, mais peu importe. Peu importe parce que, par contre, il a eu un effet quand même bénéfique sur le reste de mon travail, c'est que tout d'un coup, des bibliothécaires, des gens un peu partout, tiens, qui c'est ce Benoît Jacques j'étais à l'école des loisirs pour un bouquin et ça suit. Alors, c'est ça qui est compliqué finalement, c'est que voilà, donc ça a eu du bon de ce point de vue-là, mais dans ma trajectoire de tentative de résister à un monde quand même qui a quand même tendance à souvent tirer les choses plutôt vers une forme de médiocrité, ne fût-ce qu'au niveau de la production, parce qu'il faut que ça aille vite, parce qu'il vaut mieux imprimer pas cher et beaucoup que un peu plus cher et mieux. Bon, ben voilà, donc moi je le vis, bon, c'est pas un drame, mais c'est quand même une déception. Et comment j'ai réagi par rapport à ça? C'est en sortant l'année d'après un livre qui pour moi était un petit peu ma revanche personnelle par rapport à ce sentiment un petit peu d'avoir échoué dans cette direction-là. Et c'est en faisant Titi Nounours qui en fait était la maquette de Louisa, quoi. Donc un petit livre cartonné, très soigné, avec un petit bord toilé, avec mes moyens à moi, qui ne sont pas les moyens de l'école des loisirs. Mais le paradoxe, il est là également. C'est que, finalement, j'ai des moyens qui sont des bouts de ficelle, comme tu disais au démarrage. L'économie de l'auto-édition est quelque chose d'éminemment fragile. Chaque réussite ou échec d'une publication conditionne le fait que je puisse ou non continuer cette aventure d'auto-édition. Donc c'est vraiment sur le fil du rasoir. Mais au moins, je ne fais pas de concession, en fait, sur les choses qui me semblent fondamentales, comme la qualité des objets, etc. Bon, mais vous manipulerez un petit peu les objets après que nous ayons beaucoup parlé, parce qu'il y a vraiment un plaisir d'artisan dans chaque bouquin. Et donc, moi, ce qui m'étonne aussi, parce qu'en fin de compte, tu parviens à faire fabriquer des livres qui rejoignent une grande tradition de l'édition, des dos toilés, ici sur le bouquin de Je te tiens, on a des gaufrages, des dorures vous manipulerez les livres, ce sont vraiment des objets somptueux. Oui, alors là, je rebondis tout de suite sur ce Je te tiens, parce que Je te tiens, c'est un livre qui a gagné un prix en France, en Seine-Saint-Denis, qui a été offert aux enfants des crèches. Il y a 2-3 départements français qui ont comme ça des programmes absolument incroyables qui tiennent depuis des années, ou dans certains départements où il y a des gros problèmes d'intégration, d'analphabétisme, etc., des mairies, et là en l'occurrence des conseils généraux d'un département entier, ont pour vocation d'encourager les enfants, dès leur plus jeune âge, à découvrir l'importance du livre, considérant que le livre est un vecteur de culture, évidemment, d'apprentissage, etc. Et quand on m'a proposé de participer à ce prix, j'ai dit, eh bien moi, justement, c'est pas parce que c'est un livre qui s'adresse à des tout-petits qu'il faut en faire obligatoirement l'espèce d'objet cliché en gros carton avec les bords arrondis. Non, moi je considère qu'un livre c'est quelque chose qu'on peut transporter toute sa vie. D'ailleurs on en a tous des bouquins qu'on a depuis notre enfance. Hein. Et que donc, au contraire, je vais en faire un objet tout à fait aux antipodes c'est de nouveau aussi un peu si tu veux, ma posture d'auto-éditeur, mais aux antipodes de ce qui est attendu pour un tout petit. Et d'en faire un objet en noir et blanc, d'en faire un objet avec une jaquette, hein, le premier truc, un petit bébé ou oui, c'est fait pour être déchiré. Et c'est fait pour être déchiré, donc, mais pour faire passer cette idée que un livre c'est un objet rare, c'est un objet précieux, qu'il a fallu à l'humanité un énorme parcours pour mettre au point cet objet éminemment sophistiqué, et voilà, qu'il ne faut pas oublier ça.
Et en fait, des frustrations, ce qui est assez joli dans l'histoire, tu les transformes en créativité et en vengeance. Et donc, moi, je reviens à l'histoire de Titi Nounours, pour le plaisir d'en lire quand même un petit morceau. D'abord, quand on ouvre le bouquin, on tombe aussi sur une carte postale que je trouvais vraiment formidable, où on a une petite fourmi vengeresse qui dit « Ça joue au nanar du livre pour enfants », l'anarchiste du livre pour enfants, mais ça pleurniche pour un oui ou pour un non. Donc il y a aussi toujours beaucoup d'émotions dans ton travail. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir rentrer dans les histoires, il faut que vous lisiez les histoires par la suite. Alors Titi Nounours, qui est une vengeance par rapport à l'objet normatif tel que tu nous l'as décrit, c'est aussi, je trouve, un objet, une histoire qui est en guerre contre la bêtise. Et pour moi, c'est vraiment peut-être un des livres que je préfère à cause de ça. Parce que quand on s'adresse aux enfants, ou quand on a une idée de la littérature de jeunesse, on a encore des clichés bêtifiants à un point incroyable. Et donc tu t'es amusé à jouer sur ce côté bêtifiant que l'on rencontre aussi parfois dans les albums, et qui joue sur le langage que moi j'appelle le pas parlé, et qui rend les enfants encore plus vraiment bêtes. Qui les considère exactement, voilà, il les considère comme voilà. Ou qui rend les enfants encore plus bêtes. Alors je vous lis un petit début de l'histoire qui donne vraiment bien le ton. Les amis, je vous préviens, l'histoire que je vais vous raconter est un peu cuculapraline. Elle va peut-être carrément vous énerver si votre papa vous la lit ou lit juste avant d'aller faire dodo. Mais ce n'est pas ma faute si le personnage principal porte un nom aussi gnangnan que Titi Nounours et que les autres sont tous un peu bébés. Enfin, voici l'histoire. Titi Nounours est dans sa maison. Il fait semblant d'être un bébé et tourne comme un zinzin autour de la table en faisant arreux arreux et en tirant la langue. Sa maman, qui est un peu nunuche, lui dit « Titi Nounours, mon beau doudou, voici 10 sous-sous pour aller faire des courses. Va donc au village me chercher des neuneux, un nounos à la moelle et des légumes, pour faire la bonne sous-soupe au pili-pili. Mais prends bien garde de ne pas faire de bêtises en chemin, car sinon, pan, tu tues sur tes fesses. » Titi Nounours répond « Oui, oui. » Et il s'en va avec son petit panier en chantant tralala. Le problème, c'est que sur le chemin du village, il y a le magasin de Madame Lulu. Le suspense devient intolérable. Madame Lulu, c'est la jolie louloute, avec ses beaux nénés, qui sent la cocotte et qui vend des bonbons en tutu. Sans prendre garde à ce que lui dit sa mère, avant de partir, Titi Nounours rentre dans la boutique et achète avec presque tous ses sous. Un gros sac de cuberdon, de la pâte de jujube, des sucettes sûres, des fraises tagada, des chocolats avec des joujoux à l'intérieur et bien sûr des bêtises de Conway. En sortant de chez Madame Lulu, Titi Nounours, qui a commencé ce goinfrer de sucreries, réalise qu'il n'a plus assez d'argent pour acheter tous les ingrédients que lui a demandé sa maman. Si je rentre bredouille, c'est Tintin pour la télé avec tonton Bébert ce soir, ton style, et la fessée, ce sera pour Bibi. Mais à ce moment, il tombe nez à nez avec un chien qui se promène en mangeant son os. Oh, le joli toutou! Est-ce que le chien-chien ne préférait pas un sucre plutôt que ce vilain nonos? Lui gazouille Titi Nounours, qui pense que comme os à moelle, cet os ferait bien l'affaire. Le chien, comme tout chien, est un peu idiot. Et il échange son os contre un chewing-gum. Titi Nounours poursuit son chemin en suçant un sucre d'orge et en écoutant les oiseaux qui font cuicui. Un peu plus loin, dans la forêt, il rencontre une toute petite fourmi qui revient du marché en portant un concombre sur la tête. Oh, comme il est mimi, s'écrie Titi Nounours qui l'observe de près. Je sens qu'ils sont accrochés, je vais les retourner. C'est la caméra pour moi. Mais juste à cet instant, une auto passe en trompe, faisant tut-tut, et pouet-pouet, et scrotch, elle écrase la fourmi. Elle est plus aussi mimi qu'avant l'accident, la fourmi. Et son concombre est tout ratatiné. Mais heureusement, elle s'en tire avec juste quelques bobos et une grosse bobosse sur le crâne. Titi Nounours se dit que la fourmi ne va pas pouvoir faire grand-chose d'un légume si moche, mais sa maman, à lui, par contre, sera bien utilisée pour faire de la soupe. Alors, il met le concombre dans son petit panier, avec l'os, et continue sa route en sifflotant. Aux abords du village, il passe près d'une mare où nagent des canards,
« Pardon, messieurs, leur demande Titi Nounours, je cherche des poupoules. C'est pour des œufs. » « Désolé, mais nous ne sommes pas du coin-coin, répond les canards. Par contre, nous avons aperçu 2 pigeons dans le grand chêne près du carrefour, ils auront peut-être des œufs, eux. Les pigeons sont encore plus idiots que les chiens, c'est bien connu, et ceux-ci acceptent d'échanger sans faire de chichi leurs 6 œufs contre un œuf en chocolat tout rikiki pensant que c'est kiff-kiff. Ravi d'avoir réuni les ingrédients pour sa maman à si bon compte, Titi Nounours descend la rue principale du village, bien décidé à dépenser ce qui lui reste de menu monnaie en amusement. Hi ho ho ha ha. Justement, aujourd'hui au village, c'est la fête à Neuneu. Titi Nounours remarque tout de suite le manège qui tourne sur la place du marché. Oubliant une fois de plus les recommandations de sa maman, il s'installe tout foufou sur un gros cheval de bois. « Udada !» s'écrie Titi Nounours. Et voilà le manège qui se met à tourner super vite. Tellement vite que bientôt notre zozo se sent bien malade. Il faut dire que c'était pas très fufute de manger tous ces bonbons avant d'aller faire le zouave sur un carrousel. Surtout qu'au milieu du brouhaha de la fête, voici la fanfare du village qui passe. La trompette fait taratata, le tambour fait badaboum, et les cymbales font soin de soin. Tout ce tintamarre, on est trop pour Titi Nounours. Il a peur maintenant de vomir. Ça serait le pompon dans son petit panier. Heureusement, vieux Pépé remarque le teint verdâtre de Titi Nounours. « Que t'arrive-t-il, mon petit coco? Tu as l'air tout raplapla. Tiens, bois donc un petit coup de jaja pour te requinquer. » Titi Nounours voit double assez rapidement. Glou-glou, Titi Nounours, croyant que c'est du cola-cola, vide d'un trait la bouteille que le vieux Pépé un peu gaga lui a tendue. « Ça fait du bien, pour ça papasse. » Ips, bégayait Titi Nounours, et il reprend le chemin de sa maison en zigzagant. Mais alors qu'il est occupé à faire pipi contre un arbre, les 2 pigeons, le chien et la fourmi, viennent le trouver. « Et toi, le gugus, fait la fourmi en retroussant ses manches. Je voudrais bien récupérer le concombre que tu m'as pris tout à l'heure. » « Ouais, et moi je veux mon nonos de retour, dit le chien en crachant son chewing-gum. Je ronge mon frein, dit-il. Et nous nos œufs, menacent les pigeons offusqués, sans quoi on te vole dans les plumes. Cet œuf en chocolat, c'est de la gnognotte. Titi Nounours fait un peu sa chochotte et pleurniche qu'il va se faire gronder par sa maman s'il ne rapporte pas illico les ingrédients pour la sous-soupe au pili-pili. Il dit aussi qu'il regrette d'avoir dépensé toutes les pépettes, mangé tous ces bonbons et bu toute cette bibine. Ces matatas vont tourner au rififi si ça continue, se dit Madame Lulu qui assiste à la scène de la fenêtre de son magasin. Elle vient au secours de Titi Nounours en négociant avec la fourmi, le chien et les pigeons. Finalement, après tout un tintouin de blabla interminable, les animaux offrent à Titi Nounours le concombre, l'os et les œufs en échange d'un bisou de Madame Lulu, la Pépé, dont ils sont tous baba. Ouf! Titi Nounours peut rentrer à sa maison, le cœur léger. Arrivé chez lui, toc-toc, il frappe à la porte et quand sa maman vient lui ouvrir, il lui dit en tendant son petit panier « Coucou maman, je t'ai ramené des ingrédients à gogo pour faire la popote à papa. Ma bouboule d'amour, tu es vraiment un bon Titi Nounours, lui susurre sa maman en faisant des papouilles et des guili-guili partout à son petit pio-pio. » On peut dire que Titi Nounours l'a échappé belle et qu'il a bien de la chance d'être le chouchou à sa maman. Mais vous les amis, retenez que ce n'est pas parce qu'on veut échapper au train-train en mangeant des bonbons et en buvant de la bibine à Pépé sur les tourniquets qu'il faut piquer les nonos aux fourmis, prendre les neuneux aux chiens-chiens ou voler les concombres aux pigeons, car sinon, gare à la double dose de pili-pili dans votre sous-soupe. Et donc il y a le travail aussi d'ironie par rapport au domaine du livre de jeunesse qu'on retrouve dans ton travail, qu'on retrouve aussi dans d'autres travaux. En relisant le très joli comic trip, je trouve que tu as la même démarche par rapport à la bande dessinée. De remettre en cause un domaine, de travailler, là il faudrait vraiment voir les images, il y a tout un travail sur les codes même de la bande dessinée, et tu t'amuses à jouer avec ça pour les remettre en cause. Voilà. Bon. Que dire? C'est toujours gênant, enfin tu sais très bien, c'est très difficile ces histoires de... Parce que c'est comme un miroir tout d'un coup, bon d'abord Titi Nounours, ça fait maintenant un petit moment que c'est sorti, hein, ça fait 5 ans je crois. Et puis de la réentendre, j'entends ce qui me va et puis ce qui me va moins, mais bon ça c'est mon problème. Mais ce
que je pense qui est important quand même de voir aussi, c'est que c'est pas juste ironique. C'est quand même aussi parce que je pense que les enfants ont un second degré, eux aussi, et on l'ignore trop souvent. C'est-à-dire que, évidemment, que je suis prodigieusement agacé par les gens qui s'adressent aux enfants avec un langage soi-disant adapté, comme imaginant que leur manière de fonctionner intellectuellement serait plus lente ou que sais-je encore, alors qu'on sait tous très bien que non seulement c'est faux, mais qu'il en va des enfants comme des adultes, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils. Mais que, effectivement, enfin, ça je le vois beaucoup dans des rencontres que je fais avec des enfants. Le second degré, l'ironie, tout ça sont des choses que certains enfants sont très très pointus et très sensibles à ça. En fait, la nouvelle rigolote par rapport à Titi Nounours qui est arrivée cette année, c'est qu'il va être adapté par une petite troupe de théâtre et va circuler en France dans des petites salles de spectacle et aussi dans des grosses médiathèques, comme il y en a beaucoup en France. Et ça m'intrigue beaucoup parce que je suis très curieux de voir évidemment comment un public d'enfants va réagir à ça en spectacle. Enfin, qu'est-ce que ça peut donner ça peut être assez amusant. Oui, parce qu'ici, il y a aussi toute une ironie qui est présente dans le livre et qui naît du décalage entre le texte et l'image. Donc ça, il faudra que vous plongiez un peu dans le bouquin par la suite. Bon, pour continuer la soirée, j'ai un petit questionnaire qui est un peu une tradition, et comme le temps avance, on va enchaîner là-dessus. Et puis je propose bien sûr à ceux qui sont dans la salle d'enchaîner par vos questions, les questions qui jaillissent par rapport au boulot de la vie de Benoît. Vous pouvez poser des questions très indiscrètes ce soir. Alors, c'est un petit peu une tradition comme ça des rencontres. Il y a une série de questions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les poser toutes, mais on va improviser à partir de ça. Je sais, il ne va pas être trop long, alors voilà. Il y en a une vingtaine, mais on n'aura pas le temps de faire les 20. Si à partir de choses qui émergent, vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. C'est un des plaisirs de la soirée aussi. Alors la première question, c'était: que penses-tu des éditeurs? Tu en as parlé un petit peu. On va la sauter. On va la sauter. Par quel hasard, c'est ça qui est amusant, ce petit jeu-là. Par quel hasard ou quelle volonté est né ton tout premier livre? C'est une histoire très simple. J'ai eu une chance absolument inouïe. En quittant la Belgique, je fais très très court, mais c'est important de le raconter. J'avais entamé des études. Dominique et moi, on s'est rencontrés il y a très longtemps, mais entre autres, on a partagé 3 ans d'Académie des Beaux-Arts ici à Bruxelles. Et puis, suite à ça, Dominique est parti vers Saint-Luc et moi, je suis parti vers la Cambre, où j'ai entamé des études de communication graphique, mais que j'ai interrompues parce que pour tout un tas de raisons. L'une d'entre elles était que je n'étais pas heureux dans cette école, que je trouvais que on se regardait un peu trop le nombril et que j'avais envie d'aventures, de choses plus vastes. Et je suis parti en Angleterre, j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai eu une chance inouïe, c'est d'être rentré tout de suite dans un studio de design graphique qui à l'époque, qui existe toujours maintenant, mais qui à l'époque était vraiment d'une renommée internationale parce qu'il était dirigé par des gens qui étaient très connus, dont un monsieur qui est décédé l'année passée, qui s'appelait Alan Fletcher et qui est un type qui, je peux dire, m'a tout appris au niveau graphique. Suite à ces 2 années passées là, j'ai été rattrapé par l'administration belge, j'ai dû faire mon service militaire, que je ne voulais pas faire, mais j'ai quand même voulu rentrer en Belgique, et j'ai fait un service civil pendant 2 ans. Et ce que j'avais vécu en Angleterre et aussi un peu aux États-Unis, parce que j'avais entre-temps fait un voyage à New York où j'avais commencé à travailler avec un dessinateur qui s'appelle Robert Bleckman, qui lui était dans des histoires de dessins animés et qui m'avait embauché pour l'aider avec une équipe de jeunes sur un long métrage sur l'histoire de Stravinsky.
Ce retour en Belgique, pour moi, était vécu un peu comme une catastrophe. C'est-à-dire, je sentais une espèce de démarrage d'envol vers toutes sortes d'aventures passionnantes. Et d'être rattrapé ainsi par le service civil, c'était quelque chose d'un peu douloureux pour moi. Et j'ai fait un premier livre qui était essentiellement destiné à dire à tous ces gens que j'ai rencontrés, ne m'oubliez pas, voilà, j'existe, je fais des choses. Et c'est un livre qui s'appelle New York Waterhouse, où j'avais dessiné, en étant à New York et en découvrant cette ville absolument épatée, j'avais découvert que sur la partie ce qu'on appelle le Lower Manhattan, c'est-à-dire le bas de la ville, sur les vieux immeubles existent des espèces de grands réservoirs d'eau en bois qui sont comme une espèce d'énormes tonneaux. Et dans cette ville qui pour moi était un peu l'archétype de la modernité, ces tonneaux assez archaïques me semblaient une espèce de décalage marrant, et j'en ai fait plein de dessins. Et donc ce premier petit livre, c'était ça, c'était une série de dessins. Et alors c'était une amie de la Cambre sérigraphe, qui est toujours sérigraphe, c'est toujours une grande amie, qui m'a imprimé ça en sérigraphie. J'en ai fait 100 exemplaires, et ces livres, après, je les ai envoyés à tous ces gens que j'ai rencontrés à Londres et aux États-Unis. Donc le premier livre a été fait pour ne pas être oublié. Voilà, absolument. Magnifique. C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, quel est le livre ou l'histoire qui t'a marqué quand tu étais petit? Alors, il y a un livre, c'est la fameuse invasion des ours en Sicile de Bouzati, qui m'a marqué, mais au fer rouge, parce que je pense qu'il y avait là ces deux univers qui comptent très fort pour moi. C'est évidemment un univers éminemment littéraire et très puissant, très lié à l'imaginaire, et puis un univers de dessin extraordinaire, enfin, de dessin de l'auteur. Et ça, je me souviens d'avoir découvert ça, pour moi c'était très fort. À ce genre de choses, j'aimerais pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais ce sont des dessins qui sont des silhouettes noires, si je me rappelle bien. Non, tu as des dessins aussi en couleur, très étonnants. Il y a entre autres une débâcle incroyable des ours qui arrivent en ville et qui se mettent à devenir des ivrognes. C'est marrant, dans mes livres, je remarque qu'il est souvent question de bouffe, il est souvent question de boisson. Les gens sont souvent ils sont souvent sous. Ils sont souvent sous. J'ai pas de problème d'alcool, enfin je pense pas, mais ça m'interpelle. Mais alors dans cette histoire-là, enfin, pour ceux d'entre vous qui l'auraient pas lu, c'est vraiment un bouquin fabuleux, parce que, bon, de nouveau, l'exemple type du livre dit de jeunesse, et qui est un livre pas du tout, enfin, qui est un livre universel en fait. C'est très très beau, c'est très poétique, c'est très tragique, c'est magnifique. Donc tout le monde va lire Bouzati. Dessin et texte. Ouais. À quel personnage de fiction t'identifierais-tu volontiers? Ça c'est... Ah oui, bah c'est... Alors, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, moi j'ai un problème avec moi-même qui est... Je ne vais pas vous parler de mon intimité trop profonde parce que c'est pas le lieu et j'en ai pas envie, mais mes personnages de fiction en tant que tels, il n'y en a pas, mais c'est un héros. Un héros au sens large. Au sens large, Tu t'identifies au héros. Oui, j'essaye de travailler sur le fait que je n'en suis pas un. Mais dans cette histoire d'auto-édition, vous l'aurez compris dans ce que je vous dis, il y a aussi une espèce de posture héroïque et qui a double sens et qui est dangereuse parce que elle me pèse aussi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre, évidemment, de ce que tu disais tout à l'heure, de la résistance. Et ça, c'est très très important pour moi, cette posture de résistant, de franc-tireur, etc., etc. Mais il y a aussi la posture du personnage héroïque. Et le danger du personnage héroïque, c'est qu'il ne peut faire que se casser la gueule à un moment ou à un autre. D'accord. Mais alors, pour briser cette idée de personnage héroïque, oui. Quelle fut ta plus grosse bêtise? En tant qu'enfant ou en tant qu'adulte?
tu as le droit de sauter une question toujours. Oui, oui. Il y a une bêtise qui me reste en tête, qui est marrante parce qu'elle est liée à un moment où on se connaissait très bien, mais tu t'en souviens peut-être pas. J'avais emprunté à mes parents, emprunté, c'est-à-dire pris sans demander, à l'un et à l'autre, un stylo. Mon père avait un stylo Fontaine, un de ces beaux stylos anciens qu'on remplissait en tournant le dessus dans un encrier qu'il avait hérité de son père. Et ma mère, c'était un stylo qui avait aussi une valeur sentimentale très importante. Et ces deux objets me fascinaient. Ils étaient les mêmes sans être les mêmes, mais enfin le principe était les mêmes, parce que c'était des plumes extraordinaires pour dessiner. Et comme un crétin, j'avais emmené ça à l'académie. Et l'académie, c'était un endroit très particulier, et ça, Dominique a sûrement autant de souvenirs que moi, c'était un endroit complètement délirant, l'Académie des Beaux-Arts, tout près d'ici, il y a donc quelques années, vraiment pas les grands, où se passaient des choses insensées, et un beau jour, j'ai laissé ces deux stylos dans mon plumier à midi, on avait nos ateliers avec tous les chevalets, nos tables à dessin, tout était là. Et j'ai laissé ce plumier à midi, et en revenant le midi, généralement, on allait boire des bières et manger des sandwichs, soit à la grande place quand il faisait beau, soit dans des cafés du coin, etc. Et en revenant, évidemment, les deux stylos avaient disparu du plumier. Et c'était une catastrophe, parce que annoncer ça à mes deux parents à la fois, c'était impensable. Petite question, parce qu'on tourne toujours autour des livres de jeunesse. Est-ce que tu aimes les enfants? C'est pas obligatoire. Non, mais moi, c'est pas en ces termes-là que j'aime des gens. Et en fait, il y a des enfants, en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est les enfants, c'est comme les gens, c'est chimique ce qui se passe. Il y a des enfants auxquels on accroche tout de suite. Par rapport aux enfants, j'ai vécu il y a 1 an et demi une expérience tout à fait à la fois magnifique et terrible, où par l'intermédiaire d'un de mes livres, on m'avait demandé d'aller rencontrer des enfants à l'hôpital de Garches, qui est dans la banlieue de Paris, et qui est un hôpital où il y a des enfants qui sont soit victimes de maladies incurables, soit des grands accidentés. Et ça fait partie des grandes claques dans ma vie, c'est de rencontrer une bande de petits enfants solidement éclopés, quoi, avec des choses absolument terribles. Et à un moment donné, j'étais là, parce qu'il faut bien s'accrocher pour pas non plus se retrouver à réagir de manière indigne ou, ou craquer, quoi, simplement craquer. Et puis dans ce groupe d'enfants dont vous pouvez imaginer facilement dans quels états ils étaient, il y a un petit garçon qui est rentré, et il est rentré comme un crucifié. C'est un petit garçon, il devait avoir 4-5 ans en tout cas. Il est rentré sur une espèce de petite planche à roulettes au dos de laquelle était fixé, c'était un bricolage fait par les gens de cet hôpital, une espèce de crucifix en bois. Il est rentré comme ça, attaché à ce truc, avec ses yeux grands ouverts comme ça, poussé par un infirmier, quoi. Et on m'a expliqué après, en fait, qu'il devait passer un certain nombre d'heures par jour, étiré, je sais pas tout quoi, le corps tenu comme ça pour des tas de raisons médicales insensées. Et en fait, cet enfant m'a en même temps instantanément capté. Je peux pas, mais vous savez ce que c'est, on sait tous ce que c'est, il y a des trucs comme ça entre les êtres, c'est bizarre, il m'a capté. Et visiblement, je l'ai capté aussi. Et puis après, à partir d'un de mes livres, il y avait un jeu qui se faisait, où les enfants faisaient une espèce de ronde, alors certains dans des petites charrettes, d'autres accompagnés, enfin c'était tout à fait incroyable. Et lui, il ne pouvait pas jouer parce que justement, il ne tenait pas sur ses jambes, et donc il s'est assis à côté de moi. Et je ne sais plus, il fallait que moi je participe au jeu, à donner des petits tickets aux enfants et tout ça. Et j'ai dit, tu vas m'aider à donner les petits tickets. Et à un moment donné, ce petit garçon a mis sa main sur ma cuisse comme ça. C'était vraiment, il fallait qu'une forme de courant passe entre nous.
Et bon, et c'était tout. Et puis après, cette journée s'est terminée, j'ai passé le gros du trajet de métro à pleurer comme un bébé, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, en fait, il en est des enfants comme des adultes, c'est... on n'aime pas ou on aime les enfants une fois pour toutes, on aime ou on accroche à des êtres plus qu'à d'autres et on ne sait pas expliquer pourquoi, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu détestes le plus au monde? C'est un peu des tartes à la crème, l'hypocrisie, la fausseté, l'artifice, les choses pas vraies. Mais ça veut tout et rien dire, je suis désolé, c'est pas une réponse, c'est un peu une réponse de Normand. Mais... Alors un truc très précis, quel est ton outil préféré? S'il y en a un. Ça reste la plume, c'est bizarre, la plume et l'encre. C'est une référence au stylo. Alors bon, le stylo, à part que la plume, c'est plus extraordinaire que le stylo, parce que c'est cet objet en voie de disparition, et puis qui est tellement simple et tellement sophistiqué à la fois, au bout d'un bout de bois, c'est bizarre. Oui, on pourrait faire un long discours autour de la plume. La plume, oui. Ah, magnifique. C'est une chose qu'on utilise de moins en moins. Et oui, et puis c'est une industrie qui n'existe plus. Donc, toutes les pointes, feutres et tout ça, on fait disparaître. Il y a une très belle histoire autour de la brièveté de la vie de la plume, enfin, la plume qui a servi plein aux écoliers, etc., mais qui a été tuée par l'avènement de la pointe pique du stylo à billes, etc. Est-ce que le public a des questions? J'espère que ça va pour se terminer transformer en moins en conversation. Pas en monologue. Casse-bonbon, comme dit. Oui. En tant qu'auto-édité potentiel, Oui. Est-ce qu'il y a un avantage à se faire auto-éditer en Angleterre ou en France ou en Belgique? Non, franchement non. Après c'est un truc économique. Jusqu'à il y a peu de temps, je le sais parce que j'ai un fils qui étudie en Angleterre, la livre sterling est tellement élevé par rapport à l'euro que le prix des imprimeurs en Angleterre est vraiment pas très intéressant pour nous autres. Non, il n'y a pas d'avantage particulier. C'est vraiment ça, si vous êtes intéressé par ça, et on peut en parler tant que vous voulez de ça. C'est des questions c'est plus des questions pratiques d'économie, quoi, à mettre en place. La chose fabuleuse de l'avènement de l'informatique, c'est que grâce à l'outil informatique tel qu'il existe maintenant, il y a moyen de faire de l'auto-édition sans s'engager dans des tirages volumineux, complexes, etc. Moi, je reste un grand partisan de l'intervention des mains, quoi. De tout ce qu'on peut faire soi-même. Pendant très très longtemps, j'ai fait exister des choses parce que je savais que la force que je pouvais avoir moi par rapport à justement le monde de l'édition traditionnelle, c'est que moi, mon temps, il n'avait aucune valeur. Donc Dominique, tout au début, a évoqué cette histoire de brins de livres. Pendant un temps, j'avais une petite collection que j'appelais les brins de livres, et c'était des petits livres que je mettais dans des petits sachets en plastique, dans lesquels je mettais, en plus d'un tout petit livre, une petite image, un petit objet rigolo, un petit truc, faire un petit objet un peu mystérieux, et je fermais le sachet avec ce qu'on appelle un petit cavalier, c'est-à-dire un petit carton plié en deux, avec un petit imprimé très simple, et puis fermé avec des agrafes. Et mon idée, c'était de faire en sorte que on achetait pas juste un bouquin, mais on achetait un petit objet un peu mystérieux avec des drôles de petits trucs à l'intérieur, quoi. Et je savais très bien que la force que je pouvais amener là, c'était ma force à moi, à savoir que le temps que je mettais à mettre mes petits trucs dans mes petits sachets en plastique, c'était mon problème. Mais il n'y a pas un éditeur qui serait assez fou pour faire ça parce que c'est pas rentable. Donc, moi je trouve que l'intérêt de l'auto-édition, c'est vraiment ça en fait, c'est de proposer des choses avec les armes qu'on a soi, quoi.
c'est un petit peu là où je trouve que on nous fait croire qu'on vit dans un monde où il n'y aurait qu'une seule avenue possible, alors que justement, la possibilité qu'on a tous les uns et les autres en tant qu'individus, c'est d'ajouter une espèce de touche qui est la touche humaine. Un autre aspect de cette question-là qui est très intéressant, moi je trouve, c'est que c'est au niveau des histoires de distribution. Moi, je me suis créé, mais sur le temps, un réseau de librairies où je suis Benoît Jacques. Je suis cette espèce de drôle de bonhomme qui vient avec ses paquets de bouquins, machin. Et donc, ce que j'ai remis, voilà. Et ce que j'ai remis en route, c'est un rapport humain, c'est tout bête. Parce que qu'est-ce qui se passe, je crois que Monsieur Libraire vous l'expliquera, c'est que les maisons d'édition, elles envoient des représentants. Et les représentants, c'est pas eux qui ont fait les bouquins, c'est pas eux qui ont écrit les bouquins, ils viennent avec parfois des espèces de portfolios avec des collections de jaquettes de livres, enfin, c'est un boulot qui n'est pas très humanisé, quoi. Moi, je suis là avec mes drôles, cette année, j'ai fait qu'un seul truc, voilà ce que j'ai fait, puis c'est une discussion qui s'engage. Et donc, j'ai un réseau de libraires qui n'est pas très étendu, j'ai en tout une trentaine de librairies qui suivent un peu régulièrement ce que je fais, avec certaines maintenant en Belgique, parce que je suis très soutenu par un couple d'amis qui s'occupe de me diffuser ici en Belgique, mais c'est toujours quelque chose qui passe par l'humain. Et je pense que c'est un des trucs qu'il faut absolument réinjecter dans le monde de maintenant, parce que c'est ça qui part, quoi. C'est qu'on est des êtres humains, on l'oublie tellement qu'on croit que ça ne peut plus marcher si on ne met pas ça en avant. Je fais un peu... Non, c'est ma question prochaine, en fait, la distribution. Oui, parce que c'est vrai que c'est un problème, et c'est pas rigolo, c'est pas de la création. Mais bon, ça fait partie de ce que j'assume à partir du moment où je fais les choses seul. J'assume, qu'il y a une partie moins drôle, qui n'est pas du tout liée à la créativité, qui est liée à l'administration, à ce que ça génère comme paquet à faire, comme voyage à la poste. Mais il doit y avoir une satisfaction particulière, parce que vous avez une relation personnelle avec un libraire qui va vendre vos livres, qui vous connaît personnellement, vous avez une relation d'amitié. Non seulement ça, mais il y a un retour qui est aussi tout à fait étonnant. J'ai, par exemple, droit à un courrier extraordinaire de gens qui découvrent mes trucs et qui m'écrivent et qui disent des choses, etc. Alors que, par exemple, dans l'exemple de Louisa à l'école des loisirs, une fois que ce livre a été publié, il a disparu de ma sphère à moi. J'ai jamais su ce qu'on en a pensé. Je reçois une fois par an, là, je crois, un espèce de relevé de vente auquel je ne comprends jamais rien parce que évidemment, je n'ai jamais rien vendu. En tout cas, je ne touche jamais d'argent. Donc, voilà, c'est très anonyme. Ça devient très, très anonyme. Alors, on sait que par ce biais-là, le livre est plus si on veut distribuer, mais ça aussi, il y a une espèce de... Je ne sais pas toi Dominique, ce que tu en penses, mais il y a une espèce d'illusion. Il y a cette espèce d'idée, on croit qu'on devrait être partout, mais ça ne veut aussi rien dire. On peut être en pile dans des FNAC pendant 3 semaines et que tout le monde soit passé à côté de la pile. Enfin, je veux dire, on n'existe pas plus parce qu'on aurait eu une pile de livres à la FNAC. Je dis ça comme un exemple pas pris au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire, finalement, c'est quoi exister quand on fait des choses? Est-ce que c'est être partout, dans l'univers, pour toujours? Non, ça n'existe pas. Les bouquins, rien n'est là pour toujours, les tirages sont limités, même quand ils sont très gros. Donc, je trouve que c'est ça l'intérêt de... Enfin, moi, c'est ce que ça m'amène comme réflexion, cette histoire d'auto-édition, c'est que finalement, c'est pas ça qui est important, Si on arrive à faire quelque chose et le faire exister, même dans un cercle plus ou moins restreint, c'est pas pour ça qu'on s'imagine s'adresser à une élite, c'est pas du tout mon propos. Moi, j'ai envie que plein de gens découvrent mes trucs, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi d'être connu ou d'être partout, ou j'ai plutôt envie que les choses soient bien faites.
avec honnêteté, avec sincérité, que j'aime mieux faire un bouquin par an ou pas en faire, plutôt que de faire qu'il faut que sortir la collection d'été, parce que ce monde du commerce nous vrille la tête, quoi. Il nous fait penser de travers. On est dans un monde où, comme il n'y a plus que l'argent, nos raisonnements ne fonctionnent plus que par rapport à des notions d'argent, et ça nous tue, ça nous brise, ça nous abîme. Est-ce que vous avez d'autres réactions? Puisqu'il s'agit bien de faire des connexions humaines. Oui. Est-ce que vous éditez d'autres médecins? Non, parce qu'alors, justement, et ça c'est une très bonne question, juridiquement, je n'ai pas le statut d'éditeur. Donc en fait, bon, alors, je ne le souhaite pas de toute façon, parce que c'est une autre vocation et je ne l'ai pas. Je trouve ça un métier merveilleux, l'éditeur. Faire découvrir des gens de talent, c'est super. Mais moi, c'est l'ambiguïté de cette histoire d'auto. D'ailleurs, c'est très laid ce mot auto-édition, j'aime pas tellement, mais je ne sais pas comment il faut dire d'autre. Mais vraiment, je me vois plutôt comme un artiste qui, parmi les choses qu'il fait, édite des livres quoi, de ses dessins. Alors, la seule chose qui s'est passée à une ou deux reprises, c'est j'ai illustré des textes de gens qui sont des amis proches, où ensemble on a décidé de faire une édition d'un travail commun comme ça. C'est le cas du petit livre Chat qui est là, qui est un petit texte d'un ami poète, bon, avec lequel je suis très très proche, et on a eu envie de faire ce petit objet ensemble. Mais c'est plutôt des moments exceptionnels dans mon parcours, c'est plutôt rare. Encore d'autres réactions, d'autres envies? Vous avez un nom pour votre... Alors, mon nom il est complètement bête. Bon, c'est un peu mon manque d'imagination. C'est parce qu'à l'époque où j'ai démarré, j'étais en Angleterre. Mes premiers livres, je les ai publiés là-bas. Hein. J'ai fait 4 livres à l'époque anglaise. Donc pour l'instant, il n'y en a qu'un qui est encore en circulation. Il y en a un autre qui doit être réédité. Et j'ai appelé ça Benoît Jacques Books. Alors, c'est drôle parce que... C'est très clair. C'est très clair. Enfin, c'est pas si clair que ça, parce que parfois on m'appelle Monsieur Books. Imaginons que Benoît Jacques est le prénom. J'assume le Monsieur Books. C'est joli, Monsieur Books. Messieurs, dames, nous allons pouvoir continuer à deviser avec Monsieur Books. Nous allons conclure, mais nous allons boire un verre tous ensemble. Et ce sera l'occasion de regarder aussi les livres que nous allons laisser sur les tables, puisque ma grande frustration par rapport à l'image est immense ce soir. Oui, mais c'est pas grave, vous allez rentrer dans les bouquins de force. En tout cas, merci. Voilà. Mais merci beaucoup. Et bien entendu, nous pouvons encore dialoguer avec Benoît autour d'un verre. C'est une tradition maintenant de ces soirées. Donc merci beaucoup à vous.